Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi d'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision en vue de vous informer. Le Parlement angolais a marqué son accord ce vendredi pour le déploiement en République démocratique du Congo d'un contingent militaire composé d'environ 500 éléments. Ces contingents devra rester en République démocratique du Congo pendant 12 mois et pour mission de sécuriser les zones sous contrôle du M23 et de protéger le membre du mécanisme de vérification ad hoc. Le coût de ce déploiement est évalué à 11 266 872 000 kwanza, soit 22 millions de dollars américains. Rappelons que lors d'une sortie médiatique, le ministre des Affaires étrangères, Kisokbos Lutundula, avait précisé que la mission de l'armée angolaise en République démocratique du Congo ne sera pas offensive. L'atelier préparatoire de la 4e phase des consultations de paix en vue d'une solution pacifique à la situation dans l'est de la République démocratique du Congo se tient dans la ville de Naivasha, à une centaine de kilomètres de Nairobi au Kenya. Les assises dont prennent part les délégués de la facilitation kenyane, du secrétariat technique de l'EAC, de la mission onusienne et de la présidence de la République démocratique du Congo, ceci en perspective de la tenue dans les tout prochains jours plutôt, d'une séance de pourparlers de paix dans l'est de la République démocratique du Congo, après 3 premières réunions au Kenya. Dans un autre chapitre, la Chine affirme sa ferme volonté de consolider ses relations diplomatiques avec la République démocratique du Congo dans le secteur de la sécurité et criminologie. C'est le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jean-Claude Molipe, qui l'a dit au cours d'un échange avec le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jean-Claude Molipo, c'est vendredi 17 mars 2023 dans son cabinet de travail. Gisèle Olivier Toko et Georges Libengue étaient là pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. La coopération sino-congolaise en matière de sécurité est au beau fixe. Voilà qui justifie ces échanges combien importants entre les deux parties représentés du côté chinois par son vice-ministre des Affaires étrangères, conduit par l'ambassadeur de la Chine en RDC. Du côté congolais, par le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Jean-Claude Molipe Mandongo est satisfait des résultats obtenus depuis que ce partenariat est en chantier grâce à la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges que nous venons de faire maintenant avec mon homologue chinois, le vice-ministre des Affaires étrangères, c'est un échange fructueux, dans la mesure où nous sommes en train de consolider, c'est déjà ce qui existe entre nos deux États. Et vous savez que l'histoire nous le prouve, nous avons été toujours ensemble. Même le bâtiment où nous nous trouvons maintenant, c'est toujours dans le cadre de coopération sino-congolaise. Donc nous croyons que ce que nous venons d'avoir aujourd'hui comme échange porteront les deux États plus loin dans leur coopération. Puis très efficace, d'abord nous avons déjà reçu quelques élèves qui sont allés apprendre en Chine, qui sont rentrés. Nous avons vu dans la salle un élève policier qui s'exprime couramment en langue chinoise, mandarin. Et nous avons aujourd'hui ces projets ambitieux de mettre en place un laboratoire de criminalité ici en République démocratique du Congo, un fruit toujours des échanges entre nos deux États. Je pense que nous aurons encore beaucoup d'autres choses, surtout en ce qui concerne notre police de l'air et notre police frontalière. Que nous devons rendre notre police professionnelle avec des équipements appropriés pour les rendre encore beaucoup plus active. Nous en avons parlé également. Pendant une dizaine de minutes, la partie chinoise a réaffirmé sa volonté d'appuyer la police nationale congolaise après la formation des 15 éléments de la police à l'université militaire de l'ingénierie et de l'information. Et ce pays ami se propose d'ériger un laboratoire criminalistique afin de lutter contre ce phénomène. Dangli est satisfait du partenariat. Dans cette perspective d'excellentes relations entre les deux pays.
Et surtout dans le domaine de la police, de la sécurité publique. Je pense que c'est l'un des équipements fondamentaux pour chaque police. Je pense que dans ce domaine-là, c'est une coopération très amicale, technique entre les deux pays, entre les deux polices, pour renforcer encore la capacité de la police congolaise. Concernant les équipements de la police, pour renforcer le contrôle des frontières, on a échangé les points de vue. Nous accordons une importance à la revendication de la partie congolaise et nous allons étudier minutieusement toutes ces éventuels domaines de coopération. Le vice-ministre chinois a fait savoir qu'il est important de garder à l'esprit l'unité entre les deux pays pour mieux consolider ce partenariat combien fructueux. Neutralisation des 5 rebelles ou terroristes ADF pris des Tchabi à Irumu dans la province de l'Ituri. L'acteur politique du Kouamaneno Bakesse félicite donc les opérations conjointes FARDC-UPDF dans la traque de ces rebelles ougandais. Aussi appelle-t-il à l'accompagnement de la population et du gouvernement de la République démocratique du Congo en vue de doter de moyens conséquents pour que l'insécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo soit totalement éradiquée. Suivez-les au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamam. J'ai été très stupéfait d'écouter M. Nicolas Tereviev lorsqu'il a déclaré que le mandat de la MONUSCO n'est pas d'attaquer les groupes armés et que le mandat de la MONUSCO est de maintenir la paix mais aussi de protéger la population. Alors, vu le nombre de morts que nous sommes en train d'enregistrer aussi et au vu de la MONUSCO, quelle est cette population que cette MONUSCO est en train de protéger? M. Nicolas peut nous dire quelle est la population que cette MONUSCO est en train de protéger? Le nombre de morts à Issa qu'on est en train d'enregistrer, le nombre de morts que les M23 sont en train de tuer à Rutshuru, à Massissi, cette MONUSCO peut nous dire quelle est cette population qu'elle est en train de protéger. Moi je pense qu'on maintient la paix là où il n'y a plus la guerre. Maintenant la MONUSCO nous dit qu'elle est là pour maintenir la paix. Mais nous n'avons pas encore la paix ici chez nous à la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire que la MONUSCO n'a qu'à partir, comme ça elle reviendra le jour où nous on aura la paix. Parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore la paix à maintenir. Nous sommes encore à guerre. Comme la MONUSCO n'a pas le mandat d'attaquer les groupes armés, moi je pense que cette MONUSCO n'a rien à faire à la République démocratique du Congo aujourd'hui. Comme ça, elle peut partir, elle reviendra seulement le jour où nous aurons la paix pour maintenir maintenant cette paix-là. Mais comme nous n'avons pas encore la paix, en tout cas, je ne vois pas le pourquoi de la MONUSCO à la République démocratique du Congo. Si ces gens-là continuent à rester, moi je dirais que plutôt leur mission, c'est de maintenir la guerre. Parce que la guerre ne veut pas se terminer parce que la MONUSCO est là. Depuis que je suis né, je n'ai jamais attendu un seul pays où la MONUSCO avait maintenu même la paix. La population qui s'attaquait à la MONUSCO avait totalement raison. Il est temps que la population encore se réveille. Ne cesse de tomber. À Goma, au Nord Kivu, les réactions ne cessent de tomber au sujet de la déclaration de la délégation du Conseil des Nations Unies en République démocratique du Congo, selon lesquelles les troupes de la mission onusienne en République démocratique du Congo n'ont pas un mandat offensif plutôt, mais celui de la protection de la population civile. Pour Emery Katavali de l'ECD, qui est également coordonnateur de l'ECD Kassinji, la MONUSCO doit plutôt retirer ses troupes du sol congolais, vu le nombre de morts que la population du Nord Kivu continue de compter. Suivez-les encore une fois de plus au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamam. J'ai été très stupéfait d'écouter M. Nicolas Tereviev lorsqu'il a déclaré que le mandat de la MONUSCO n'est pas d'attaquer les groupes armés et que le mandat de la MONUSCO est de maintenir la paix mais aussi de protéger la population. Alors, vu le nombre de morts que nous sommes en train d'enregistrer aussi et au vu de la MONUSCO, quelle est cette population que cette MONUSCO est en train de protéger? M. Nicolas peut nous dire quelle est la population que cette MONUSCO est en train de protéger? Le nombre de morts à Issa
Walikale, qu'on est en train d'enregistrer le nombre de morts que les M23 sont en train de tuer à Rutshuru, à Massissi. Cette MONUSCO peut nous dire quelle est cette population qu'elle est en train de protéger. Moi, je pense qu'on maintient la paix là où il n'y a plus la guerre. Maintenant, la MONUSCO nous dit qu'elle est là pour maintenir la paix. Mais nous n'avons pas encore la paix ici chez nous, à la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire que la MONUSCO n'a qu'à partir, comme ça, elle reviendra le jour où nous, on aura la paix. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la paix à maintenir. Nous sommes encore à guerre. Comme la MONUSCO n'a pas le mandat d'attaquer les groupes armés, moi je pense que cette MONUSCO n'a rien à faire à la République démocratique du Congo aujourd'hui. Comme ça, elle peut partir, elle reviendra seulement le jour où nous aurons la paix pour maintenir maintenant cette paix-là. Mais comme nous n'avons pas encore la paix, en tout cas, je ne vois pas le pourquoi de la MONUSCO à la République démocratique du Congo. Si ces gens-là continuent à rester, moi je dirais que plutôt leur mission, c'est de maintenir la guerre. Parce que la guerre ne veut pas se terminer parce que la MONUSCO est là. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu un seul pays où la MONUSCO avait maintenu même la paix. La population qui s'attaquait à la MONUSCO avait totalement raison. Il est temps que la population... Tout à fait autre chose à présent. Les parquets des grandes instances Kinshasa-Gombe a mis la main sur un groupe de malfrats qui a procédé à la falsification de la signature de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, pour une mission officielle à Rome, en Italie. Maxime Akabou nous fait le point. Nous sommes ici dans l'enceinte du palais de justice dans la commune de la Gombe. Ces individus viennent de tomber dans le filet des inspecteurs du parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe à la demande du cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Eve Bazaïba Massoudi. Au nombre des cadres, ces sujets qui ne sont pas membres du cabinet de la vice-première ministre ni du secrétariat général du ministère sont repris dans un ordre de mission pour Rome en Italie. Une mission officielle auprès de la société Erosec pour une durée de 10 jours, 4 au 11 avril 2023. Madame Tete Kapinga Muteba est présentée dans l'ordre de mission comme assistante de la vice-première ministre, Monsieur David Elisha Kakula comme conseiller chargé de mission, Monsieur Nathan Kalineoko Fumo comme expert en environnement, ainsi que Monsieur Gédéon Mbaka Alomba comme expert en développement durable. Se retrouve dans un ordre de mission non établi par les cabinets de Madame Eve Bazaïba Massoudi, c'est-à-dire avec une signature falsifiée de la vice-première ministre, un numéro d'ordre et un cachet sec non reconnu. Ces 4 individus interpellés ce jeudi 16 mars ont été aidés par une certaine Rachel, protocole d'État au ministère des Affaires étrangères. Elle aussi prise dans le filet des inspecteurs du parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe à sa sortie de l'ambassade de la République d'Italie. Affaire à suivre. Et puis, le ministre de la Santé publique et son collègue du budget étaient en réunion avec le membre de l'intersyndicale du secteur de la santé publique. Au menu de leurs échanges, la préparation des travaux en commission des Biboitois, aussi s'accorder sur les termes des références du travaux. Le point avec Maxime Akabo. En prélude de l'ouverture de cet atelier des négociations entre les bancs syndicaux et les bancs gouvernementaux, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongadi, et le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bouge, ont présidé le mercredi 16 mars 2023 une réunion d'échange avec les représentants des délégations syndicales en vue de préparer ces assises et s'accorder sur les termes de référence des travaux proprement dits qui feront l'objet des discussions durant les 3 jours des concertations. Les représentants du ministère de Finances et de la fonction publique ont également pris part à cette rencontre. Cette réunion a essentiellement porté sur les avantages sociaux de médecins, infirmiers et autres professionnels de santé œuvrant dans les secteurs publics. Il s'agit entre autres des dossiers relatifs au transport, au logement ainsi qu'aux questions liées au taux des barèmes salariaux et à l'alignement à la prime de risque professionnel pour les autres agents du secteur de la santé. L'objectif de ces assises était de trouver un consensus entre les deux parties, gouvernement et syndicalistes, afin d'apporter une amélioration sur les rémunérations du 2e trimestre et répondre aux revendications des professionnels de santé en général.
Au terme de leurs échanges, le gouvernement et ses interlocuteurs ont pu convenir sur les options pratiques qui seront prises en tenant compte de l'environnement et de la situation économique actuelle du pays. Il faut souligner que c'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, qui va présider la cérémonie d'ouverture officielle de ces travaux de concertation entre les délégués syndicaux du secteur de la santé et le gouvernement de la République à Bibois. Et puis cette nouvelle, avant donc de poursuivre cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, la nouvelle vient juste de tomber. Jimmy Kitenge, au cadre du PPRD, vient de quitter la prison centrale de Makala. Ses collaborateurs de Joseph Kabila auraient bénéficié de la grâce présidentielle. Notez que ces derniers avaient été arrêtés pour propos outrageants contre les institutions et les autorités de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons. Dans un autre registre, la coordination nationale des femmes, des forces du mouvement de libération du Congo pour le leadership de Jean-Pierre Bemba Gombo a organisé le mercredi 15 mars 2023 une conférence débat sur les thèmes nationaux de la Journée internationale des droits des femmes 2023, à savoir éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la femme et fille en République démocratique du Congo. Maya Maté et Fistongale nous fait les points. Souvez. Sous les parrainages de Mme Françoise Bemba Ingila, honorable sénatrice pour les comptes du mouvement de libération du Congo, que les femmes de Force One, structure spécialisée affiliées à cette formation politique, ont célébré la journée des droits des femmes. Placée sous les thèmes pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Cette journée d'échange a connu 3 interventions majeures, notamment un bref aperçu du concept numérique par Mme Avenida Baramoto, chargée des femmes Force One, l'éducation numérique avec Mme Gisèle Kapinga, commissaire nationale aux droits de l'homme, sous-commission des droits spécifiques de la femme et de l'enfant. Madame Constantine Boutamabe, sous l'implication de la femme dans le processus de paix à l'est de la RDC. La dernière à intervenir était Madame Bongoula Fatouma Clémentine sur l'éducation numérique dans l'autonomisation de la femme et des filles en RDC. Comme déjà dans le mois de la femme, le 8 mars 2023, au niveau de l'interfédéral, notre président interfédéral, M. Guerembo, avait fait l'ouverture du mois de la femme. Et au sein de la Force One, nous avons opté avec notre marraine pour la date, notre marraine maman Françoise Ndokwa Bemba Ingila, pour la date du 15 mars, pour fêter la femme en instruisant sur la base de notre thème national. Et nous avons vu que c'était vraiment bénéfique. C'est bénéfique et les interventions qui ont été faites, l'intervention est Salemi Lelo, et la Kisike, maman Nabiso, Bazan a besoin Yakoye Kola, Bengi numérique. Plusieurs hauts cadres du mouvement de libération du Congo ont rehaussé de leur présence à cette manifestation, entre autres le secrétaire national en charge de l'implantation, André Tumanga. Et puis, le groupe d'études sur la République démocratique du Congo, en partenariat avec l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, Ebouteli, a procédé ce vendredi 17 mars 2023 au Collège Boboto à la présentation du rapport intitulé « Jeux de pouvoir, pouvoir du jeu, football et politique en République démocratique du Congo » où il dénonce la politisation des clubs sportifs congolais. Ceci rentre dans le cadre du projet Mukalenga Wabantu. Nancy Leka nous en parle dans ses papiers de reportage.
C'est ce vendredi 17 mars 2023 qu'a eu lieu la présentation proprement dite du rapport du groupe d'études sur le Congo, GEC, élaboré en partenariat avec l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence dénommé Ebouteli, dans le but de dénoncer la politisation des clubs sportifs congolais, un phénomène, révèle ce rapport, qui ne favorise pas l'épanouissement du football congolais. Le football est le sport le plus populaire en RDC. Loin d'être seulement un jeu, c'est aussi une extension de l'arène politique. Hommes et femmes politiques s'y mêlent en cherchant à devenir président des clubs avec l'espoir de trouver ou de renforcer des bases électorales à travers une population sportive. En même temps, le pouvoir politique cherche aussi à contrôler les grandes équipes afin de s'en servir pour des fins politiques, rapporte ce rapport, avant d'énumérer une liste des hommes politiques et officiers des FRDC qui sont ou ont été à la tête des clubs de football en RDC, dont le général Amissi, Obem Minako, Moïse Katumbi, Ngoï Kassanji et Aimé Boji. Joshua Walker, directeur du programme à GEC, explique. Bon, ce que nous constatons, c'est que lorsqu'on compare, par exemple, les partis politiques avec les clubs de football, on constate que souvent les partis politiques existent autour de et grâce à un leader qui, lorsque la personne part, le parti finit peut-être par s'effondrer ou n'a plus du tout la même ampleur que lorsque son fondateur est sur place. Alors qu'avec les grands clubs de football, nous le savons, ce sont des institutions qui ont été créées pendant les années 30 et ce sont des clubs qui ont donc évolué pendant des décennies et des décennies et ce qui font qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un arrive à la tête d'un club de football, on constate à la différence des partis politiques que c'est une personne qui, tout le monde, que ce soit les supporters, que ce soit le président, il ou elle-même, sait que son temps est temporaire et que la personne qui est à la tête du club est passagère. Et ce n'est pas la même chose que l'on constate avec les partis politiques. Pour rappel, le GEC a été créé en 2015 afin de promouvoir une recherche rigoureuse et indépendante sur la violence qui affecte des millions de Congolais et nécessite. L'actualité en dehors de nos frontières, la Cour pénale internationale a déclaré ce vendredi 17 mars 2023 avoir émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour sa responsabilité dans des crimes de guerre perpétrés en Ukraine depuis l'invasion russe. En réaction, Kiev n'a pas tardé à saluer l'annonce de la Cour pénale internationale, affirmant que ce n'est que le début. Le parquet ukrainien a de son côté salué une décision historique, rappelant que plusieurs responsables internationaux avaient sollicité un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale à l'encontre de Vladimir Poutine, comme plutôt la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Dans la foulée, la diplomatie russe a dénoncé des déclarations insignifiantes de la Cour pénale internationale, décision dénuée de sens pour son pays, y compris de point de vue juridique, car Moscou n'a aucune obligation envers la Cour pénale internationale. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, réalisée par Fiston Atunga. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwangu en leur nom, ainsi qu'au concours de la rédaction du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.